Et puis, on va accueillir pour cette dernière partie de matinée le docteur Laetitia Merli qui va nous parler de ce jouet des normes, fluidité des genres et transgression dans le chamanisme mongol. Laetitia Merli, donc elle est docteure en psychologie, elle est également hypnothérapeute. En anthropologie. Comment? Docteur en anthropologie. J'ai dit quoi? Psychologie, je crois. Enfin, mais bon, j'étais en train d'arriver, j'ai peut-être pas tout bien entendu. Donc, on est pas docteur en anthropologie. Donc, ma thérapeute est également réalisatrice de documentaires. Et on vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Marion. Donc oui, docteur en anthropologie, spécialiste du chamanisme mongol. Donc j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai commencé en 1997 à me rendre en Mongolie. Donc j'ai d'abord travaillé sur l'aspect social et post-soviétique, comme on disait à l'époque. Hein. Voilà, il y avait une transition post-communiste, en tout cas en Mongolie à la fin des années 90. Et le chamanisme a été instrumentalisé, marqueur d'une certaine authenticité identitaire et culturelle. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc j'ai côtoyé beaucoup de chamans mongols qui sortaient de l'ombre. Hein, c'est pour ça qu'à l'époque, mon livre s'appelait De l'ombre à la lumière, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de transition, hein, de ce qui était interdit et puis d'un coup de revenir à la lumière, être revalorisé comme faisant vraiment partie de cette culture mongole authentique. Et puis, au fil du temps, je me suis ouverte plus aux recherches sur la transe. Hein, voilà, c'est que je suis passée d'une anthropologie plus voilà, renouveau des cultures et renouveau du chamanisme à vraiment comprendre plus ce qui se passait pendant les initiations, pendant la transe, etc. Et puis j'ai développé aussi, je me suis enfin élargie aux psychédéliques dans les traditions chamaniques, que ce soit au Mexique ou au Pérou, et puis aux traditions amérindiennes, voilà, nord-américaines. Donc de la Mongolie, vraiment, voilà, du chamanisme mongol, j'ai quand même élargi mes recherches depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, bon, par rapport à ce thème-là, dont je ne suis pas spécialiste, hein, voilà, je suis spécialiste du chamanisme, mais pas des études de genre. Mais vous allez voir, ça peut ouvrir des pistes aussi. Et justement, merci pour cette invitation parce que ça m'a fait réfléchir à toutes ces problématiques-là de genre qui, voilà, jusqu'à présent n'avaient pas trop traversé mon parcours. Et surtout que par rapport à un dernier terrain là, que je viens de faire, en fait, je suis rentrée de Mongolie il y a 15 jours, et avec un nouveau projet qui s'appelle Corps habité, corps traversé, où là, vraiment, je travaille sur la transe d'incorporation dans le chamanisme mongol. Donc, on va voir en plusieurs parties un peu cette présentation. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de temps quand même. Donc, merci beaucoup à cette organisation qui nous permet là de nous étendre un peu. Donc d'abord, je voulais vous présenter un peu comment l'anthropologie et les études de genre nous invitent à relire la transe. Bien sûr, je vais vous parler de l'exemple du chamanisme mongol, hein, où la transe est vécue comme une incorporation d'ancêtres. Donc là, chez les Mongols, on est vraiment sur une transe d'incorporation. Ah, depuis ce matin, avec ce que j'entends, à chaque fois dans ma tête, j'ai la petite phrase qui me dit, oui, mais de quelle transe parle-t-on? Hein, de quoi parle-t-on quand on parle de transe? Parce que moi, vous allez voir que voilà, la transe dans le chamanisme mongol, ça va beaucoup plus loin qu'une transe voilà, qu'on peut avoir en hypnose, une rêve éveillé. Voilà, là, c'est de l'incorporation d'ancêtres, c'est des mouvements du corps, des phénomènes, enfin voilà, une expression, hein, une démonstration du corps qui peut être un peu extraordinaire. On va voir aussi le rôle que joue cette incorporation dans les relations de pouvoir, notamment pour les femmes. Et seulement à la fin, je vous montrerai donc un petit extrait. Alors, j'ai pas déroché, parce que j'ai des dizaines et des dizaines d'heures de tournage de cet été. J'ai peut-être des milliers de photos aussi. Donc, j'ai pas eu le temps de dérocher, de faire un montage digne de ce nom. Mais quand même, j'ai réussi à vous faire 10 minutes pour vous montrer ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui est en jeu dans ce chamanisme mongol. Voilà. Et donc, tout ce fil conducteur nous permettra de réfléchir à une question centrale. La transe est-elle un espace de fluidité, d'inversion et de redistribution du pouvoir entre les genres? Donc, ça, c'est notre voilà, introduction. Dans les sociétés mongoles contemporaines, le chamanisme constitue un espace rituel singulier,
où les catégories de genre traditionnellement structurantes peuvent être réagencées, inversées ou dépassées. La état d'incorporation des esprits rend possible une pluralité d'identifications qui bousculent les normes sociales, notamment celles liées au masculin et au féminin. Lorsqu'un esprit homme s'incarne dans une femme chamane ou lorsqu'un chaman masculin accueille une entité féminine. Hein, c'est à ce moment-là que se produit un déplacement temporaire, mais signifiant des rôles genrés. Donc c'est vraiment une inversion une fluidité des genres qui se produit uniquement hein, pendant la transe. Donc c'est cette fluidité du genre, permise par l'état de transe et la relation aux esprits, ouvre un espace liminal de contestation des hiérarchies sociales et symboliques, dans un contexte où le pouvoir rituel et spirituel est encore largement masculinisé, notamment au sein du bouddhisme officiel. Hein, voilà. Donc là, pour la Mongolie, on a vraiment un contexte historique et politique. Le chamanisme est en compétition avec le bouddhisme lamaïque. Et donc, dans ce bouddhisme lamaïque, il y a des règles très codifiées, voilà, où quand même les hommes ont la part belle dans cette religion et les nonnes, parce qu'il y a quand même des nonnes et des nonneries, comme on dit, voilà, ont vraiment une place plus à la marge. Le chamanisme, donc, dans cette scène, offre une scène alternative hein, de légitimité, de reconnaissance et parfois de résistance. Donc, ce que nous explorerons ici, à travers une ethnographie du terrain en Mongolie, ce sont les formes de subjectivité spirituelle et de transgression sociale qui émergent dans ces pratiques et comment elles redessinent les contours du pouvoir, du corps et de l'identité. Donc, dans le champ déjà les études de genre en anthropologie, voilà, dans le champ des études de genre, la figure du chaman constitue déjà un objet analytique particulièrement fécond, parce qu'elle met en tension les catégories stables d'identité, de pouvoir et de corporéité. Loin d'être une figure simplement marginale, le chaman incarne une forme de liminalité active. Ah, il est tout le temps aux frontières. Il opère aux frontières hein, du genre, de l'humain, du non-humain, du visible, de l'invisible. Ah, il y a toujours ce jeu, voilà, aux limites. Cette position est rendue possible par la transe, par sa nature même, qui déstabilise les repères identitaires, suspend l'assignation sociale et rend possible une transformation temporaire ou répétée du genre. Donc ça, vous allez voir dans les images, c'est que de toute manière, le chaman n'est pas reconnaissable. Hein. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Son costume comporte des attributs, aussi bien masculins que féminins et par l'incorporation qu'il va être en train de vivre, justement, il va changer de gestuelle, de voix, etc. Donc le chaman c'est le corps lui-même du chaman qui devient un espace de cette liminalité, hein, toujours aux frontières d'eux. Voilà. Humain, non humain, féminin, masculin, mais aussi entre le sauvage et le domestique. Animalité, humanité, voilà, il est toujours à la frontière puisqu'il peut aussi incorporer, comme on va le voir, voilà, des animaux, hein, ces animaux étant en même temps des supports, des véhicules pour l'esprit ancêtre qui vient se manifester. Donc le corps du chaman, vraiment c'est un espace, hein, il est traversé, il est dégenré, il devient support d'expression politique implicite, il devient contestation d'un ordre patriarcal, élargissement des subjectivités autorisées, inversion temporaire des hiérarchies. Parce qu'il ou elle parle depuis un ailleurs, hein, il y a cette voix qui vient d'ailleurs, le chaman n'est pas assimilable aux figures instituées du pouvoir. Il ou elle détient une forme de souveraineté subversive, issue d'un rapport direct aux forces invisibles. Ainsi, la transe chamanique apparaît comme un dispositif permettant la reconfiguration des rapports de genre à travers l'accueil d'ontologies multiples, humaines et non humaines, qui défient la binarité et les structures hégémoniques. Donc ça, c'est la slide sur l'anthropologie, parce que c'est important aussi de revenir voilà, sur les critiques du concept de trans en anthropologie. Non, c'est voilà, ce qui était derrière moi, bien sûr, depuis tout à l'heure. Donc pendant des décennies, en fait, il faut bien comprendre que l'anthropologie a tenté de se défaire du mot trans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à côtoyer plus d'hypnothérapeutes, de psychologues, etc., et que je réentendais ce mot trans,
que moi, j'ai banni pendant plus de 25 ans, ou plutôt qu'on m'a obligé à bannir, hein, parce que, voilà, on parlait des états modifiés de conscience, ou des EMC, mais alors ce mot trans, il était complètement banni. Ah, et ça, c'est dû, voilà, on a quand même une histoire un peu par rapport à ça, c'est que Roberta Maillon, déjà en 95, a écrit un article, voilà, pour en finir avec la transe et l'extase dans les études sur le chamanisme. Parce que bien sûr, bah, dans le chamanisme, vous connaissez sûrement, voilà, il y a une espèce de bible un peu historique, culte, voilà, les techniques archaïques de l'extase, de Mircea Eliade, bon, complètement dépassées parce que même si c'est très érudit, Mircea Eliade n'a jamais fait de terrain, n'a jamais vraiment rencontré de chaman en vrai. Non, c'est ce qu'on appelle des grandes études comme ça, livresques. C'est de la littérature, voilà, c'est de la littérature de cabinet. C'est de faire des compilations de choses qui avaient déjà été écrites avant, mais dont on ne connaît pas trop les sources, voilà. Donc, il a fallu se défaire quand même de ce terme trans parce que c'était absolument trop général, trop flou. Et que, voilà, comme dit Amaillon, c'est un fourre-tout, ce mot de trans. On a voulu dire la même chose pour le chamanisme, hein. Il y a un moment en anthropologie aussi, on a dit, oh là là, le mot chamanisme, c'est aussi trop fourre-tout, on ne sait plus de quoi on parle quand on parle de chamanisme. Donc voilà, en anthropologie, on marche un peu sur des œufs avec tous ces concepts-là. Et donc, c'est pour ça que l'attention de l'anthropologie s'est alors déplacée vers les contextes sociaux, les performances, les enjeux symboliques ou politiques, au détriment de l'expérience elle-même, hein. L'État a été dissous dans l'événement, la subjectivité reléguée au profit du rôle social. Donc, ce qui est revendiqué, hein, c'est que voilà, ce terme-là n'existe pas dans les langues locales, hein, il n'y a pas de mot trans dans les langues qui, justement, utilisent la transe, la possession, etc. Donc, en Mongolie, par exemple, on va parler de bult, la descente. On va dire ongotte, c'est-à-dire qu'on est avec l'ongotte. Donc, ça se retrouve dans plein de langues différentes. Et il y a aussi une critique de l'ethnocentrisme, bien sûr. Voilà, la notion projette sur les pratiques autochtones une vision occidentale de l'extase, souvent inspirée par le christianisme et la psychanalyse. Donc, ça, c'est Stoller aussi qui dit ça en 95. Donc ces débats existent depuis quand même pas mal d'années. Et donc, pour des gens qui ont fait des études comme moi dans les années 90, on était quand même très fortement marqués par ces études-là, par ces restrictions-là, voilà, par rapport à la transe, le chamanisme, etc. Il fallait qu'on s'occupe de tout ce qui était autour, finalement, hein, tout le contexte social, les enjeux politiques, les conflits internes, etc. Mais dès qu'on arrivait au moment même de la transe, bah attention, là, faut pas y toucher, là, on comprend pas, là, on ne sait pas, on sait pas ce qui se passe, on peut pas interpréter, on va pas parler de tout ça. Hein, donc ça, c'est un peu mon histoire à moi, finalement, d'étudiante dans les années 90, à travailler sur le chamanisme, à me dire, mais comment je peux parler de ça, finalement? Enfin, je peux pas parler de trans vraiment. Quand je dis, il se passe quelque chose pendant la transe, oh, alors là, on me reprend tout de suite, on me dit, bon, tout de suite, non, on ne sait pas ce qui se passe pendant la transe. Donc, les anthropologues ne vont pas sur ce terrain-là. Donc voilà, j'avais le droit d'utiliser, enfin, de travailler et d'observer tout ce qui se passait autour, mais pas le moment qui m'intéressait bien quand même. Je disais, non, il y a un moment, il va falloir qu'on s'y arrête là, il y a quelque chose qui se passe, les gens, ils font pas ça pour rien. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de ces dernières décennies là, on va dire. Donc j'en étais dans mon texte. Oui, donc moi précisément, hein, c'est là que se situe mon point de départ, à l'endroit où longtemps on m'a appris à m'arrêter, là où la transe commençait. Hein, donc reprendre la transe au sérieux suppose d'accepter ce qu'elle engage, un bouleversement corporel, perceptif et ontologique, qui ne peut se réduire à un simple code social ou à une stratégie de pouvoir. La transe est d'abord une expérience vécue qui traverse le corps, qui modifie la conscience. Elle ouvre un champ phénoménologique qu'il est nécessaire d'explorer pour comprendre ce que faire l'expérience veut dire et ce que cela transforme dans la vie des pratiquants. Hein, donc moi, ce choix m'a conduite à élargir le cadre de l'anthropologie, faire une anthropologie expérientielle, phénoménologique, hein. Comprendre la transe, c'est apprendre à observer ceux qui la vivent, à s'inscrire dans les processus longs et exigeants
qui fabrique un chaman. Hein, c'est quoi la fabrication du corps du chaman? Hein, car le chaman n'est pas seulement un rôle social, mais un être façonné par des expériences intenses de désorientation, de dissolution, de traversée, qu'il apprend à maîtriser et à transmettre. Donc voilà, depuis des années, je m'intéresse à cette fabrication du corps chamanique qui entraîne entraînement et pratique répétée. Donc là où l'anthropologie classique s'arrêtait, je choisis de continuer. Ce retour à la transe ne signifie pas un abandon de l'analyse, mais au contraire une ouverture, articuler le social et l'intime, le culturel et le phénoménologique, le rituel et l'expérience vécue. C'est à ce carrefour-là que je situe mon travail, là où l'anthropologie retrouve ce qu'elle avait voulu éviter, là où l'étude rejoint la pratique, là où la théorie s'éprouve dans le corps même du chaman. Hein. Revenir à la transe, c'est redonner toute sa profondeur à ce qui fait l'essence même du chamanisme. Un savoir incarné, une traversée formatrice, une transformation de l'être qui engage tout autant l'individu que la collectivité. Donc, dans ces études-là sur le chamanisme aussi, quand on a voulu établir des définitions, hein, on a longtemps opposé chamanisme et possession. Hein, ça fait vraiment partie des études classiques où on a toujours dit, dans le chamanisme, c'est l'âme du chaman qui voyage. Dans la possession, c'est une entité qui vient habiter le corps. Bon, et moi, pareil, quand j'ai commencé mes études en 90, bah, c'est ce qu'on m'a dit. Alors qu'en fait, non, concrètement, ça ne s'applique pas. Sur le terrain, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc il y a des choses comme ça qu'on s'est trimballé, quoi. Hein. Enfin, chercheurs et vieux chercheurs d'aujourd'hui, on s'est trimballé des concepts, on s'est trimballé des définitions qui étaient posées là, et on disait, voilà, ça marche comme ça. Quand on parle de chamanisme, il faut bien se différencier de la possession. Bon, et vous allez voir qu'en Mongolie, bah, l'esprit ancêtre, il rentre dans le corps du chaman. Et en même temps, l'âme du chaman part en voyage. Donc les deux phénomènes sont simultanés. On a un double mouvement comme ça, dont Charles Stepanov a parlé aussi. Voilà. Donc ça fait des années que tous, on essaie un peu de se défaire bah, de tous ces écrits, là, justement, de ces oppositions hein, qui, sur le terrain, ne tiennent pas la route du tout, du tout. Donc, on a quand même des études hein, fondatrices en anthropologie, hein, bien sûr, voilà, trans et genre. Voilà, Antoine en a parlé aussi ce matin. Voilà, donc Lewis, hein, Static Religion. Donc, lui, ça a été un des premiers à théoriser la trans comme un espace possible d'expression des groupes subalternes, notamment des femmes, hein, dans les cultes de possession en Afrique. Il analyse comment le genre et la marginalité sociale influencent la possibilité d'accès au rôle chamanique ou de possession. Hein, donc, on a toutes ces études qui montre que, voilà, loin d'être de simples manifestations mystiques ou psychopathologiques, ces phénomènes de transe peuvent fonctionner comme des formes codées de contestation des structures sociales dominantes. Donc ça a été surtout observé, voilà, pour des cultes de possession, des moments de catharsis individuelle, mais du coup, bah, sociale, hein, parce que ça vient répondre à des tensions sociale et là, pour le coup, totalement genrée. Donc, on a tous ces exemples, voilà, qui montrent comment les femmes ou des groupes subalternes utilisent la transe comme un espace indirect de négociation ou de protestation dans un langage symbolique, mythique et rituel. Hein, ce que la société interdit de dire directement peut se dire par l'esprit. Hein, souvent, c'est comme ça que c'est utilisé parce qu'en fait, c'est l'esprit qui parle. Et l'esprit, lui, il a complètement l'autorité, surtout si c'est une femme qui incorpore un esprit masculin. Donc, ce n'est plus la femme qui parle, bien sûr, mais l'esprit qu'elle a incorporé. Donc, on a toutes ces études-là, bien sûr, voilà, hein, depuis les années 70. Les anthropologues se sont bien sûr autorisés à travailler là-dessus, mais toujours dans ces contextes très, voilà, où il y a une forte domination masculine sur la femme au niveau social et enfin dans la société, et aussi en situation de colonisation, hein, avec des rites de possession post-coloniaux justement qui rejouent
des tensions coloniales voilà, d'oppresseurs et d'oppressés. Bien sûr, on pense à Jean Rouch et le film Les Maîtres Fous. Hein, je vous laisse regarder ça, voilà. Le film quand même culte où voilà, on a vraiment des migrants hein, qui se laissent posséder par des esprits incarnant les figures du pouvoir colonial. Hein. Donc on a vraiment ce jeu-là, toujours groupe subalterne, voilà, dominant, dominé. Alors nous, le chamanisme mongol. Qu'est-ce que le chamanisme mongol? Donc là, quand on parle chamanisme, c'est surtout un système relationnel. Hein. Le chaman, il est un médiateur entre les mondes. C'est souvent comme cela qu'on le décrit, qu'on en parle, et on peut voir Enfin, il faut vraiment voir les chamanismes du monde, et notamment le chamanisme mongol, comme un système relationnel. Voilà, c'est pas une religion au sens institutionnel du terme, hein, mais un système relationnel complexe entre les humains, les esprits, les ancêtres, les éléments du territoire. Là, on a toujours cette forme, cet axe vertical avec les lignées généalogiques, et on a cet axe horizontal d'inscription de l'individu et du groupe dans son territoire. Hein, donc on travaille toujours comme ça, d'où on vient, dans le terrain, sur la terre, le territoire, à quelle montagne on est associé, à quelle rivière on est associé, et verticalement, quelle est la lignée des ancêtres, voilà, qui sont au niveau historique, au niveau du passé, voilà. Donc on travaille toujours comme ça. Donc ça, Robert Tamayo a montré ça aussi, hein, que la pratique chamanique repose sur une logique de réciprocité avec l'invisible, où le chaman agit comme médiateur entre les vivants et les puissances du monde invisible. Il ne s'agit pas d'adorer une divinité, mais de faire venir les esprits. Hein, c'est du concret, c'est vraiment pragmatique. Hein. C'est faire venir les esprits pour négocier, soigner ou rétablir un ordre perturbé. C'est-à-dire que les esprits, dans le chamanisme, ne sont pas des divinités intouchables, innommables, non représentées, etc. Non, au contraire, elles sont hyper présentes, pragmatiques, associées au territoire, associées à la nature, associées aux ancêtres. Voilà. C'est un invisible, mais qui est très connu et reconnu, hein, parce que justement, si on veut négocier et si on veut établir ce système de réciprocité, il faut quand même un peu d'égalité, il faut quand même voilà, qu'il y ait des choses à négocier, à discuter. Donc, comme je disais, cette transe, voilà, elle n'est pas uniquement un voyage de l'âme, hein. Ça c'est ce qu'on a dit longtemps, et puis on trouve ça encore dans plein de livres, voilà, le chamanisme et le voyage de l'âme du chaman. Mais donc, il y a un moment, il y a aussi une descente des esprits ancêtres. Hein. Donc, les deux se font en même temps, avec une transformation corporelle et vocale. Et dans le chamanisme, c'est loin d'être uniquement un système de guérison. Hein, c'est-à-dire que le chaman, il va soigner le territoire, il va soigner les liens sociaux, il va soigner le portefeuille, il va soigner la réussite à des concours, il va soigner des problèmes administratifs. Hein, et justement, on n'utilise pas ce mot soigner, on va utiliser le mot réparer. Le chamanisme, le chaman est celui qui répare. Le rituel est une réparation parce que on parle d'harmonisation. Voilà. On veut qu'il y ait réparation. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, on le répare. Donc on va utiliser ce mot tout le temps, même pour les soins corporels et tout ça. Il n'y a pas de mot pour dire soin. Enfin voilà, on va faire une réparation du corps, on va faire une réparation des énergies, et on va faire une réparation de comment l'individu est inscrit dans son territoire, dans sa relation aux ancêtres, dans sa relation à la montagne et à la rivière, etc. Donc c'est voilà, dans cette optique qu'on peut appréhender le chamanisme mongol et surtout de voir cette idée d'ongoth. Hein, là, on a les ongoths qui sont vraiment les esprits ancêtres. Donc, dans le chamanisme mongol, ça va être très, très présent. On va parler des ongoths tout le temps. Donc, c'est déjà un pluriel. Hein, voilà, ongoth, c'est déjà un pluriel. Et ça traduit vraiment l'idée d'un véhicule, d'un réceptacle et d'un moyen de transport à la fois.
Donc, les Anglais aiment bien dire vessel, par exemple, V-E-2-S-E-L. Hein, il y a vraiment cette idée de, voilà, de véhicule. Et donc, en fait, ongot, ça va être bah, l'esprit ancêtre, mais en même temps le support matériel. Hein. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un objet. Cet objet va être avec des rubans, plein de, d'objets métalliques qui vont être des armes, des protections, etc. Et à un moment, il va y avoir des rituels pour que l'ongot esprit vienne dans le ongot objet. Hein, donc, c'est exactement le même mot. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que bah, le chaman lui-même, en fait, devient objet ongot. Hein, c'est qu'à un moment, il vient recevoir cette puissance-là, cette force-là. Et avec le costume, les franges, comme vous allez voir dans mon petit extrait, bah, c'est vraiment le chaman qui devient un réceptacle d'esprit. Hein, donc cet ongoth là, c'est un ancêtre qui a réellement vécu sur Terre à un moment. Il a été incarné. Alors préférablement il y a très 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 longtemps, hein, parce que plus il est ancien et comme on va le voir, pré-bouddhique, pré-soviétique, et plus il détient une authenticité de la culture mongole dans sa pureté originelle, etc. Donc les Mongols sont très comment dire, très attachés hein, à tout ce qui est relatif à l'époque de Genghis Khan. Voilà, ils sont très attachés au XIIIe siècle parce que pour eux, c'est la grandeur, voilà, la grandeur de l'empire, la grandeur de Genghis Khan. Donc voilà, si on peut avoir un ancêtre qui vient du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est encore mieux parce qu'on, voilà, il détient cette notion vraiment là de pur sang. Hein, voilà, c'est 100% mongol. Voilà, c'est l'époque de Genghis Khan, c'est l'âge d'or. Donc cet Ongoth, il devient protecteur hein, parce qu'il est associé à une lignée, bah, forcément une vraie lignée familiale, mais aussi à tout un territoire. Là, la première question qu'un Mongol va te demander, même en consultation quand il reçoit un client, ça va être quel est ton Nutak? Et Nutak, c'est vraiment le pays natal. Voilà, on ne peut rien faire sans pays natal. Si je ne sais pas d'où tu viens, je ne peux pas te soigner. Si je ne sais pas qui sont tes ancêtres, je ne peux pas te soigner. Hein, donc les Ongotes représentent aussi l'attachement à un territoire. Et parce que justement, ils sont associés à une montagne qui devient elle aussi protectrice du clan et à un animal. Hein, cet animal est une monture et en même temps un avatar. C'est-à-dire que si un apprenti chaman voit un loup, bon, il y a de fortes chances que ce loup soit son ancêtre. Hein, c'est la version animale d'un ancêtre grand-père, qui est pourtant un vrai grand-père humain, mais qui, depuis sa mort et son monde son existence dans d'autres dimensions, s'est associé à des animaux, et ces animaux deviennent là aussi des supports, des véhicules et des moyens d'expression. Hein, donc un chaman a toujours des animaux qu'on va appeler alliés, ce sont des auxiliaires, hein, puisque c'est eux qui viennent l'aider à travailler, mais ces animaux sont toujours reliés aussi à des ancêtres. Donc cet ancêtre, souvent, bah, il a été oublié, hein, parce que justement, il y a eu 70 ans de période soviétique. Donc les ancêtres aujourd'hui bah, reviennent avec force et avec colère parce qu'ils ont été négligés, on ne leur a pas rendu de culte, on ne leur a pas offert d'offrande et donc ils arrivent très très violemment en disant qu'ils ont été oubliés depuis trop longtemps et que il faut vraiment là que la famille, clan par clan, retrouve les ancêtres ongotes qui doivent se réincarner, c'est-à-dire qu'ils choisissent un chaman, ou enfin, la personne n'est pas encore chamane, hein, justement, c'est-à-dire qu'ils choisissent un jeune, fille ou garçon, plutôt, enfin ado, au moment de l'adolescence, avec des signes de perturbation. Et un chaman va dire, bon, ben voilà, cette fille de 13 14 ans, elle a tel ou tel problème, mais parce que c'est l'ancêtre qui est en train de vouloir revenir dans la lignée. Ah, dans Longotte, c'est lui qui choisit son humain, en fait, hein, c'est l'ancêtre qui vient choisir un jeune garçon ou une jeune fille d'aujourd'hui en disant, je vais m'exprimer
par le corps de cette personne et cette personne doit devenir chamane puisque c'est l'appel des esprits là pour que la mémoire des anciens ne soit pas oubliée, etc., etc. Donc c'est lui qui choisit, hein, voilà, il choisit pour pouvoir temporairement s'incarner dans le corps de son chaman. Donc ils arrivent, ils ont soif, ils ont faim, ils veulent du tabac, ils veulent des offrandes. Donc vous allez voir, c'est ce qu'on va voir. Ils veulent chanter et raconter leur histoire. Hein. Donc les chamans disent toujours que voilà, ils chantent, mais qu'en fait c'est le chant de l'ancêtre. Hein. C'est l'ancêtre qui vient avec son chant, avec son histoire. Et ils apportent sagesse, message et soins énergétiques. Hein, puisqu'une fois que l'ancêtre est là, par les mains du chaman, par le tambour du chaman, on va pouvoir utiliser cette énergie. Hein. C'est une transmission de guérison qui vient directement par la présence de, de l'esprit ancêtre. Alors, j'avais un truc avant, voilà, transe d'incorporation. Donc, cette transe, comme je disais, voilà, elle est bien définie. Hein, c'est pas une transe parmi les transes, c'est vraiment la transe d'incorporation. C'est celle qui permet cette descente de l'esprit dans le corps. Et en même temps, quand je demande, mais toi, pendant ce temps, tu vas où? Le chaman me dit, bah, moi, je voyage. C'est là que je vois les montagnes, les rivières, que je deviens un aigle, que je vole au-dessus des steppes. Parce que pendant que l'ancêtre est dans mon corps, en effet, l'âme du chaman voyage. Mais donc, pas que. Hein, c'est pas juste qu'il voyage, c'est qu'il voyage parce qu'à un moment, il faut qu'il laisse la place à l'ancêtre qui arrive. Et donc, quand le chaman voit des paysages, des symboles, des scènes significatives, souvent, ce qu'on me dit, c'est que oui, c'est par transmission. C'est ce que l'ancêtre veut que je vois. C'est ce que l'ancêtre veut que je comprenne par rapport au territoire ou par rapport aux problèmes qu'il y a à gérer. Voilà. Donc, l'initiation chamanique, c'est vraiment cette fabrication du corps du chaman. Hein, c'est qu'au début, vous imaginez bien que l'ado, l'adolescente, est pas prête à cette incorporation, mais que du moment qu'elle a compris sa mission et qu'elle a accepté de suivre cette initiation, elle sait que ça va durer pendant des années, par entraînement, avec le tambour. Ah, donc nous, on est vraiment dans une induction au tambour. Hein, en Mongolie, voilà. C'est le tambour qui va induire certaines zones cérébrales, qui va mettre dans cet état modifié de conscience. Donc, il n'y a pas de prise de psychédélique, il n'y a pas d'autres techniques hein, que le tambour. Donc, c'est par le tambour et sa propre auto-induction avec le tambour que le chaman entre dans la transe, laisse la place à l'ancêtre et va pouvoir faire le travail qui lui est demandé. Donc, au niveau histoire et résistance, voilà, on avait vraiment ces histoires-là de résistance, hein, parce que bon, le chamanisme était présent quand le bouddhisme est arrivé. Et il y a eu des campagnes vraiment dès le 16e, 17e siècle où voilà, il y avait une forte volonté des clans, même à partir des descendants de Genghis Khan, de vouloir installer le bouddhisme. Ah, il y a toujours cette idée d'unification. Avoir tous la même religion, ça facilite bien au niveau du gouvernement. Hein, donc c'est trouver de l'unité. Voilà, faut pas que tout le monde ait sa petite religion dans son coin. Donc il y a un moment, le bouddhisme s'était imposé comme une religion dominante et fédératrice. Hein, mais ça n'a pas été accepté dans toutes les régions. Voilà, dans la région où je travaille moi, qui est vraiment le nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, là, ils voulaient absolument pas entendre parler du bouddhisme. Et d'ailleurs, le bouddhisme s'est installé, mais voilà, très, très péniblement. Et il n'y a pas de grands monastères, etc. Les gens sont quand même restés chamanistes. Par contre, dès les années 20, avec la soviétisation du pays, la Mongolie n'a jamais n'est pas dans l'URSS. Hein, voilà, la Mongolie n'a jamais fait partie de l'Union soviétique, mais par contre, elle est ce qu'on appelle un des premiers pays satellites. Hein, donc la Mongolie est restée un pays à part entière, tampon entre la Chine et l'URSS. Et bon, aujourd'hui, entre la Chine et la Russie, mais voilà. Et donc là, par contre, à la période des soviets,
les bouddhistes, enfin les lamas ont été fusillés, les monastères ont été détruits. Ah, voilà, je ne vais pas vous refaire trop d'histoire, mais à partir des années 30, voilà, 1930, 1935, 38, il y a eu des purges staliniennes. Ah, voilà, on appelle ça les purges staliniennes des années 30. Et là, ça a été assez sanglant, hein, dans toute la Sibérie, la Mongolie et toutes ces zones-là, nord-asiatiques, où le bouddhisme a voulu être éradiqué. Donc ça a plutôt bien marché parce que là, les moines, du coup, ils ont été fusillés, emprisonnés, et puis surtout les monastères, hein, ont été rasés ou complètement transformés, hein, des monastères qui sont devenus, je sais pas moi, des étables, des écuries, des piscines, ou voilà. Donc le pouvoir soviétique a complètement récupéré aussi au niveau des bâtiments tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le bouddhisme. Et les chamans, bon, eux, un peu plus isolés, puisque voilà, pas d'église, pas de monastère, donc plutôt des personnes chez elles dans leur yourte. Donc il y en a qui ont été emprisonnés, etc. Mais sinon, après, ça a pu se continuer de façon un peu plus secrète, même s'il y avait des campagnes pour réquisitionner tout ce qui était tambour, costume, etc., pour les laisser un peu à nu, pratiquement. Mais voilà, ils ont quand même pu continuer sans les costumes, sans les tambours. Donc il y a eu des adaptations comme ça pendant les années soviétiques. Et eux-mêmes aussi, ayant peur des répressions, allaient cacher tous leurs ustensiles dans des grottes, dans les montagnes. Et donc ils ont pu aussi récupérer des choses plus tard. Voilà. Donc il y a vraiment une histoire, une résistance quoi, par rapport au chamanisme qui a été persécuté. Et il y a cette compétition avec le bouddhisme. Et là, pour en revenir au genre, c'est que dans le bouddhisme, bon, là, il y a eu pas mal d'études là-dessus aussi, c'est que il y a des temples qui sont réservés aux hommes, il y a des montagnes qui sont réservées qu'aux hommes, et au clergé masculin. Voilà. Donc ça, en Mongolie, ça continue. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des grands rituels où les femmes n'ont pas le droit de monter sur la montagne, où on n'a pas le droit d'aller avec les moines tourner autour des cairns. Voilà. Donc il y a une résistance un peu qui s'installe. Moi, la première, parce que quand j'y suis, j'y vais quand même. Et voilà, parce qu'à un moment c'était autorisé, après c'était re-interdit. Bon, à un moment on a dit, bah écoutez, mettez-vous d'accord, mais nous, voilà, si on a envie d'aller tourner autour de la montagne, voilà, je vois pas pourquoi ça nous serait interdit. Et donc il y a une spiritualité, voilà, qui est quand même très normée, hiérarchisée, contrôlée, avec des événements religieux et pour le coup qui deviennent un peu aussi gouvernementaux. Enfin voilà, quand il y a des grands festivals ou des grandes célébrations nationales, bon, ce sont les moines hein, qui sont invités et ni les chamans et ni les femmes. Voilà, donc on reste quand même dans non, voilà, avec des événements religieux qui sont très codifiés. Et donc ce qui se passe, c'est que dans le chamanisme, quand un chaman parvient à incorporer un ongoth, voilà, et que cet ongoth, esprit ancêtre, est un homme du XIIIe siècle, porteur de valeurs et d'une authenticité de la culture mongole, la femme, en fait, temporairement, elle récupère de ce prestige-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette fluidité des genres qui permet donc à une femme d'incarner un esprit masculin et de sortir temporairement des normes corporelles et genrées. Hein, donc ça, on le voit bien. Il y a une identification temporaire à ce chaman prestigieux, ancêtre. Et donc ça, historiquement, voilà, on a des exemples de chamans du début du XXe siècle qui étaient très affirmés et qui même hors trance et hors costume de chaman portaient des attributs aussi masculins. Hein, comme on disait ce matin, voilà, il y a euh, ça peut être codifié. Enfin voilà, le genre est très codifié aussi en accessoires. Et en Mongolie, par exemple, on va avoir des mots pour dire femme ou féminin.
Mais un des mots les plus utilisés, ça va être celle qui n'a pas de ceinture, à l'opposé de l'homme, justement, qui porte sa ceinture. Donc la femme, elle est par défaut, voilà, celle qui n'a pas de ceinture, celle qui n'a pas de tabatière, celle qui n'a pas, voilà. Il lui manque quelque chose par rapport à l'homme. Et donc c'est toujours comme ça qu'elle est définie. Voilà, on va dire qu'elle est bouscoui, voilà, elle n'a pas de ceinture. Et donc les femmes chamanes, comme on peut en connaître un peu dans l'histoire, justement, ont récupéré tous ces attributs-là. Elles ont mis des delles avec des ceintures, elles ont mis des tabatières, elles ont porté fièrement des briquets à leur ceinture, voilà. Donc elles ont aussi, voilà, totalement intégré cette panoplie de l'homme, de la virilité, de tous ces attributs du pouvoir, où on peut avoir un couteau, un briquet, une tabatière, enfin voilà. Donc il y a des femmes comme ça qui ont vraiment joué avec tous ces codes-là parce que justement, elles devenaient cet esprit ancêtre très prestigieux. Je vais regarder un peu l'heure parce que je sens que je déborde et que ça va pas aller du tout. Voilà. Donc on a cette légitimité, hein, voilà, la femme devient ancêtre masculin guerrier. C'est le prestige du chaman qui incorpore l'ancêtre puissant. Et donc le chamanisme mongol, voilà, c'est un peu pour répondre à ma question de départ. Voilà, ouvre un espace de ouvre un espace rituel de subversion des normes. Et la transe permet une expérimentation vivante du genre. Mais pour passer au petit film là que je voulais vous montrer, il est là. Hop, hop, hop. Ouais, mais je sais pas comment le trouver. Sinon, je le reclique là, regarde. Ouais, parce qu'en bas, du coup, ça me. On avait préparé les offrandes, on allait chercher les offrandes. Ok, très bien. Ouais, je vais revenir. Et il le voit aussi, du coup, hein. Oui, bon. Ouais, le temps passe vite, hein, quand même. C'est ça le problème, Hmm. Donc, voilà, tout ça pour en arriver quand même à mes recherches actuelles. Donc, corps traversé, corps habité, la transe d'incorporation dans le chamanisme mongol. Et donc, comme je vous disais, voilà, moi, je suis arrivée en Mongolie en 1997. J'ai travaillé sur les chamans et le renouveau du chamanisme en transition, la post-communiste. Et dès le début des années 2000, en fait, j'ai vu arriver sur mon terrain des Occidentaux, voilà, dont Corinne Sombrin, parce que j'étais avec elle aussi pendant tout le début de son initiation. Donc là, on va chez la même chamane, hein, avec qui moi je garde des contacts depuis plus de 25 ans. Donc on est aussi chez Ngtuya. Et Ngtuya, depuis 25 ans, elle reçoit des apprentis chamans occidentaux. Donc, c'est pas que j'ai mis de côté les chamans mongols avec qui je travaille toujours, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis intéressée à ces Français ou occidentaux qui venaient s'initier à la transe. Voilà, je trouvais ça quand même beaucoup plus intéressant. J'avais fait le tour un peu des autres questions. C'est pas que c'est plus intéressant, mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui a commencé à vraiment m'attirer parce que ce que je pouvais remarquer aussi, c'est que voilà, c'est ça qui est génial avec, comme j'ai pu le faire avec Corinne et puis après avec d'autres, hein, parce que des Corinne Sambran, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Déjà à l'époque, il y avait plein de gens qui étaient initiés. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, bon, déjà, il n'y a pas la barrière de la langue. Voilà, tout bêtement. Même si je parle mongol, même si je travaille avec des super interprètes, il y a quand même une fluidité comme ça dans la communication. Et le fait aussi de travailler avec des débutants me permet à chaque fois de considérer toutes les étapes de l'initiation. Hein, quand je discute avec un chaman qui est déjà bien établi, ou quand je demande à une touya qu'est-ce qui se passe pendant la transe, elle me regarde, elle dit l'esprit arrive. Voilà, fin de l'histoire. Elle va jamais détailler, comme je peux avoir des explications avec des apprentis français. Voilà. Donc c'est un peu pour remettre du contexte. Et puis du coup, je lance ce petit film. Ouais. Vous avez du son là-bas? Voilà.
aller préparer les offrandes, aller chercher les offrandes. Moi, j'entends. Ouais, ils sont contents hein, parce que ton ongote parle mongol. Ouais, je sais pas bien si c'est bien articulé, mais ouais, mongol. Mais toi, tu le ressens comment, Euh, cet esprit? En fait, je sens que lui comprend, mais il y a comme une friction entre Amélie, ma conscience, et lui, où moi, en fait, je me dis, mais je comprends pas ce qu'il est en train de dire en mongol. Donc, du coup, des fois, j'ai la sensation d'être plus incorporée par lui, et des fois moins, parce qu'il y a plus les doutes d'Amélie. Donc c'est vraiment, faut vraiment que je me mette en retrait pour que lui puisse comprendre et exprimer en fait le mongol en fait. Ouais. Oui, cher ancêtre. Voilà le qui arrive. Уургуудад гоохон уцааргүй намуухан байгаарх те ууртаа байгаа юун сайхан билээ амтаа байгаа юун илүү билээ та минь уян зөөлн замтаа ас цагнаа хэрэгтэй байна уу авч байна уу хартнаа болчих. Танд байна. Таамын уургомтлоо уулын цагуур гэж өгөөрэй таамын. Уургуудад гөрм уцааргүй номхон бай шаарлаарай таамын. Танд минь юу хэрэгтэй вэ? Хэлц захаарай. Энэ онгор удаач үрдэ хэлц захих зүйл байвал хэлц захаарай таамын. Ça va toi, ton ongote, ça allait? Il était plus calme? Oui, il était plus calme, mais il est pas complètement rentré. Enfin, il voulait aller jusqu'au sacrum, mais je pense qu'il était que jusqu'au dos, comme si le bas me restait, on va dire, en contrôle. Donc, il avait vraiment envie de. C'est vraiment ce mouvement-là de descendre dans le sacrum. Et, mais quand il y est, après, il est trop en colère. Donc, je pense que pour que je puisse le dompter, c'est important qu'il soit là que de la moitié de moi finalement, le temps de faire connaissance, que je puisse le gérer en fait. Et il y avait les deux encore ou que le nouveau? Alors le premier est venu 2 fois, mais vraiment 1 seconde. Après c'était l'autre, après une seconde et il partait tout de suite. Enfin c'était pas sa place. C'était pas sa place. Mais j'ai vu plein de choses, il m'a montré plein de choses.
Oui. 전화. John, Lou. 아빠 다 식다 다음은. Calmez-vous. 아야야야야야. Ouais, en fait, moi j'arrivais à expliquer ça avec des images, quoi. C'est comme s'il y avait un espace avec plein de couches, mais pas des couches. J'ai envie de dire, c'est pas linéaire, c'est pas non plus dans la hauteur, c'est des couches de densité, on va dire. Ouais. Des couches de densité, et il y a des densités c'est plus subtil ou plus dense. Donc des ongotes qui ont des fréquences plus subtiles ou plus denses. Mais après, nous on est des petites paraboles. Pip, 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 pip. Et puis Oui, c'est bien selon ça. ce qu'on capte, et puis selon notre état aussi, je pense, physique, mental, on va réussir à capter plus. Parce que le premier, tu l'as senti comment arriver? Alors attends, comment j'ai senti arriver le produit? C'était à la fois... c'est un peu... C'est marrant parce que c'est pas à un endroit précis. C'était à la fois ici, à la fois derrière la nuque et à la fois au niveau du sacrum. Et comme s'il y avait eu 3 espaces et qu'il était rentré d'un coup par les 3 espaces. Ces 3 espaces-là. Ok. Et toi, pendant ce temps, tu sens que t'es où? Observatrice. Je suis assez présente quand il est là. J'arrive à le sentir et on arrive à avoir une communication télépathique. Il arrive à m'envoyer des images. Quand je ne sais plus quel touché m'avait demandé en mongol d'où tu viens, lui avait compris, mon mongote avait compris, moi j'avais pas compris parce que je parle pas mongol. Mais du coup, mon mongote, il m'a montré l'image de d'où il venait. Il m'a montré la carte de la Mongolie et une tranche dans le nord, comme s'il avait passé au stabilo, comme si c'était une zone où il avait nomadisé, voilà. Mais j'étais incapable de le redonner au toucher, parce que j'arrivais pas à le dire déjà en mongol, parce que j'ai... Ah oui, intéressant, ça on regardera sur la carte. Ouais. Ouais. Donc avec lui, oui, la communication est quand même peut être assez fluide. Ouais. Là, je pense qu'il y avait un état de conscience, si on veut parler d'onde cérébrale, tellement... ouais, une fréquence qui fait que j'étais pas du tout... je pouvais pas être dans le contrôle, je pouvais pas dans l'observation. Je ressentais, et l'observation, elle était là, que vraiment dans l'instant présent, quand c'était en train de se passer. Mais ça veut dire que la demi-seconde d'après, j'étais déjà plus dans ce qui était passé, quoi. J'étais vraiment dans le présent. J'avais pas de capacité d'analyse. Et d'ailleurs, ça m'empêchait de me juger, de regarder ce que je faisais, d'empêcher l'ongote de s'exprimer. J'avais pas de levier. Ouais. Oui, voilà. Désolée, j'ai un peu rempli mon temps complètement. Je sais pas si il y a des questions, mais ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est déjà comment c'est encadré par les Mongols. Avec les Mongols sont là pas à pas dans l'initiation, dans les expériences, etc. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps en train d'essayer de communiquer avec l'esprit, de savoir qui c'est, de... Parce que peu importe qui est sous le costume, en fait, hein,
il y a des moments, je vois bien pour les Mongols, de toute manière, ils lui parlent mongol, alors qu'elle parle pas du tout mongol, hein, parce que pour eux, ils s'adressent directement à l'esprit. Donc, ils prennent pas en compte du tout qui est sous le costume. Ils font exactement comme avec les apprentis mongols. Donc, je vois que tout le processus, de toute manière, est le même, hein, parce que j'ai travaillé avec aussi des apprentis mongols et des Français. Voilà, les Mongols font exactement pareil dans leur accompagnement quand même bienveillant, cadrant. Donc, tout cela se fait dans un cadre quand même très enfin, traditionnel, hein, où tout est, il y a des règles, il y a des codes, il y a des offrandes à faire, voilà. Donc, tout est géré par la grande chamane Intuya qui supervise, et après par plein d'autres chamans qui s'occupent des apprentis. Donc là, pendant l'apprentissage des trois Français qui étaient là, il y avait aussi d'autres apprentis mongols, et avec des chamans aussi expérimentés. Donc tout le monde a vécu comme ça. Bon, c'était sur un mois quand même, hein, donc il y a eu énormément de pratiques. Et ce que je voulais reprendre aussi, parce que peut-être on entend mal là, le son, j'ai pas eu le temps de le mixer, c'est qu'à la fin, elle dit, voilà, j'étais dans un état de conscience tellement profond. Là, je sais pas ce que c'est, mais il y a que l'instant présent qui peut m'importer. C'est-à-dire, il y a pas une seconde avant, il n'y a pas une seconde après. Voilà, je suis que dans l'instant présent. Et donc, du coup, je n'ai pas de réflexion analytique. Je ne peux pas me juger. Et je laisse complètement la place à ce que Longotte veut exprimer. Donc ça, je trouvais que c'était important, là, sa petite analyse de fin, parce qu'elle dit, voilà, je ne suis pas là, donc je sais même pas ce que je fais, je ne me juge pas et je laisse faire, quoi. Donc ça, c'était important. Et puis, il y a ce côté aussi d'interface. Ah, c'est que du coup, bah, l'esprit ancêtre lui montre des images. Alors, pourquoi pas une carte, puisqu'on lui demande d'où viens-tu? Eh ben, elle voit la carte de la Mongolie avec une région particulière alors qu'elle connaît pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. Ah, et ça marche aussi avec les plantes antéogènes, puisqu'on dit que la plante aussi cherche comme ça des interfaces, des images symboliques pour faire passer des messages. Donc là, les esprits ancêtres aussi, de la même manière. Donc on est au-delà de la langue, au-delà de la communication ordinaire. Hein, il y a des choses de compréhension qui passent très bien là entre notre enfin nos enseignants mongols, on va dire, les esprits, et puis des étudiants, d'où qu'ils viennent. Voilà, l'interface se fait bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, merci docteur Merli. On va prendre le temps de quelques minutes, là, vite, 10 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, merci pour cette super présentation. J'ai une question sur l'usage du tabac, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est une plante qui est originaire d'Amérique, donc je me demandais quand est-ce que ça a été inclus, incorporé, si je puis dire, dans ce type de pratique. Alors ça, j'ai pas de réponse là-dessus sur l'origine du tabac. Alors il y avait enfin les anciens, bon, fumaient la pipe. Donc, ils avaient quand même du tabac qui venait de Chine. Les Russes ont apporté les premières cigarettes roulées, mais sinon, les Mongols, quand même, depuis très longtemps. Parce que ça se retrouve justement dans les attributs masculins, c'est-à-dire une petite pipe là, très fine avec un petit foyer qu'on retrouve en Chine quand même depuis très très longtemps aussi. Et il y avait donc des plantes à fumer. Hein, c'est pas forcément du tabac comme on le connaît d'Amérique latine. Il y avait d'autres plantes à fumer et surtout de la prise. Il y a aussi du tabac à sniffer qu'on met comme ça sur la main et qu'on sniffe. Donc voilà, aujourd'hui c'est cigarette et c'est vrai que bah, les chamans fument beaucoup. Ça fume bah, toute la journée, c'est clope sur clope, parce que voilà, il y a ce truc de on entretient la relation avec les esprits. Et voilà, quelqu'un a peut-être la réponse sur le tabac, ou qu'est-ce qui était prisé et qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans les petites pipes chinoises que les Chinois quand même avaient depuis longtemps aussi, je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre présentation.
Euh, j'ai trouvé un intérêt tout particulier à cette question des Français et des Françaises qui, là, par exemple, vont s'initier avec cette interrogation en effet, il y a peut-être des similarités, mais c'est aussi un objet d'étude à part entière de comment est-ce que ces personnes vont s'approprier une culture qui n'est pas la leur à l'origine. Et on parle de ce double axe horizontal-vertical. En même temps, j'imagine que eux, leur pays natal, il n'est pas la Mongolie, et donc potentiellement que leur lignée d'ancêtres ne vient pas de Mongolie. Donc, quels esprits viennent s'incorporer en eux? Est-ce que ce sont des esprits d'ancêtres mongols? Est-ce que ce sont des esprits français qui, voilà, quelles entités sont aussi spécifiques à peut-être Oui, oui, cette merci. culture? Ouais, bonne question. Alors ça, bon, c'est la suite d'un postdoc. En fait, j'ai eu un postdoc Thyssen déjà, il y a très très longtemps, où j'avais déjà appelé ça enfin, situation d'apprentissage interculturel entre voilà, chamanisme occidental. Et donc, je reprends un peu ces histoires-là où justement il y a un terrain voilà, interculturel. Les Mongols s'y font très bien. Voilà, alors pour eux, vraiment, il n'y a aucune différence. Les Occidentaux qui sont là, bah, c'est qu'à un moment, ils ont senti cet appel. Alors, ça peut être par des rêves, ils ont eu des visions, ils ont fait même en hypnose ou en visualisation guidée, ils ont pu avoir des flashs comme ça et des visions, vraiment avec un fort appel pour la Mongolie, avec un fort appel pour le chamanisme mongol. Là, donc j'en ai trois. Vous voyez, j'ai Amélie, Laurent et Bénédicte. Donc là, ce sont les trois apprentis de cet été. Et en effet, Bénédicte incorpore Madeleine. Voilà, Madeleine, c'est un esprit ancêtre qui vient de Bretagne et qui est une guérisseuse et qui raconte sa vie et qui dit, voilà, ben moi, alors, avec changement de voix, etc. Mais pour le coup, c'est en français, c'est plus simple. Et donc Madeleine, j'ai pas voulu l'utiliser aujourd'hui parce que c'était hors contexte et j'ai pas envie non plus d'être jugée ou en tout cas que les apprentis soient jugés parce que c'est vrai que sorti du contexte, ça peut faire un peu caricatural et puis on peut dire oui, elle joue la comédie ou pas. Non, elle est exactement comme Amélie, en transe, mais sauf qu'elle parle français avec un petit ricanement parce que Madeleine, elle parle un peu comme ça. Et donc voilà. Donc en effet, il y a des esprits ancêtres qui viennent de s'aligner. Pour Laurent, par exemple, lui, c'est aussi un Mongol. Mais lui, alors, on a fait des recherches et tout ça, puis il a fait des recherches avec les Mongols. C'est que lui, il a des ancêtres en Roumanie. Et donc, c'est pas exclu que les Mongols soient allés jusqu'en Roumanie. Enfin, c'est même montré sur des cartes. Et donc, lui, il se dit que, ouais, il y a... Parce qu'on parle de lignées qui peuvent remonter jusqu'au XIIe siècle. Donc, c'est quand même très ancien. Et les Mongols sont allés très, très loin, jusqu'en Roumanie, jusqu'en Hongrie. Voilà. Donc, c'est la même chose pour Amélie, où Amélie, elle se pose la question de est-ce que c'est ma vraie lignée biologique, hein, avec un ADN, voilà. Est-ce que peut-être il y aurait des mémoires dans l'ADN qui transportent cette empreinte d'un fort personnage, voilà, ayant réellement vécu, ou est-ce que on parle de vie antérieure, vie parallèle, etc. Parce qu'en fait, Amélie, en hypnose spirituelle, elle a eu des visions et elle a fait des voyages vraiment très très précis où elle s'est vue chamane en Mongolie, où elle s'est vue petite fille d'un chaman mongol. Et donc il y a vraiment depuis qu'elle est adolescente, elle rêve de Mongolie, elle a eu des visions de Mongolie. Et donc en faisant tout un travail spirituel et de développement personnel, elle a eu quand même des flashs et elle a réussi comme ça à refaire un peu un puzzle en se disant, bon, c'est peut-être un vrai ancêtre, mais c'est peut-être aussi une vie antérieure ou une vie parallèle. Pourquoi pas? Bon. Mais en effet, la question est très bonne parce que c'est ce que vont dire les chamans tout de suite. C'est ce que disait une Touya à Corinne Sombrun il y a 25 ans. Elle lui disait, tes esprits parlent français, je ne peux pas communiquer avec eux, il va falloir que tu fasses à ta manière à un moment. À un moment, il va bien falloir que tu et cette discussion avec eux en direct. Voilà, moi je t'aide à mettre en place. Hein, c'est comme si les Mongols avaient maintenu, hein, avaient fait perdurer une espèce de technologie de la transe, mais que bien sûr elle pourrait s'adapter partout. C'est juste que peut-être ailleurs on l'a oublié cette technologie. C'est pas sûr qu'on l'ait eu sous cette même forme, hein, mais en tout cas eux, ils détiennent ces protocoles-là qui fonctionnent parce que c'est ce que disent les Français.
Ils disent, oh, mais moi, je veux pas du costume. Oh, moi, je veux pas de la frange, la coiffe à franges. Tout ça, c'est folklorique. Et en fait, dès qu'ils l'ont expérimenté, ils ont dit, ah, mais oui, mais on voit la différence. En fait, on ne peut pas se passer du costume. C'est une vraie méthodologie qu'ils ont. Et les Mongols vont être très stricts là-dessus. Oui, on ne peut chamaniser qu'avec le costume parce que c'est une armure. Le costume, il faut l'alourdir au fil du temps pour redonner du poids à l'ancêtre, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, c'est pas forcément qu'on est tous des ancêtres mongols. Bonjour, merci pour votre communication extrêmement riche. J'avais une question de précision sur la technique de sens. Entre autres, vous dites que le chaman fait venir les esprits pour soigner, pour réparer. Est-ce que en fait le chaman convoque un esprit en particulier parce que peut-être il juge qu'il a un certain pouvoir par rapport à la situation, ou est-ce que plutôt le chaman accueille ceux qui viennent et qui n'a aucun pouvoir d'induire un esprit en particulier? Oui, merci, très bonne question. Bah, c'est que suivant le contexte, parce qu'en effet, là, on est en contexte d'apprentissage, hein, et les esprits, quand ils arrivent, que ce soit des Mongols ou des Français, ils commencent à regarder comme ça et ils disent qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le problème? Il est où la personne à soigner? Et donc, il y a vraiment des esprits très en colère qui tapent avec leur battoir et qui disent il n'y a pas de public. Vous m'avez fait venir, il n'y a pas de public. Public à soigner, hein, c'est-à-dire client voilà, potentiel avec une question précise, une maladie, une problématique, etc. Donc ça, c'est vrai que dans les entraînements comme ça, on a souvent ce cas de figure-là, avec l'esprit qui est énervé parce qu'il n'a rien à faire. Hein, même Amélie, quand elle commence à parler, parce qu'à un moment, à Amélie, on lui dit, enfin à l'esprit ancêtre, on lui dit, cher ancêtre, parce que bon, j'ai une très bonne interprète là qui s'est mise vraiment comme les Mongols, enfin comme les autres chamans, quoi. Elle lui parle comme ça, ouais, cher ancêtre, est-ce que vous avez soif? Cher ancêtre, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Et donc à un moment, on lui dit, cher ancêtre, vous pouvez très bien parler français si vous avez envie de parler français. Vous savez que votre chamane, elle est française, elle parle français. Et donc après, on a eu cet ancêtre. J'ai, oui, oui, français, oui, si vous voulez, je peux parler français. Bon. Et donc là, on a pu établir un autre dialogue. Et comme on est dans l'apprentissage et l'initiation, il y a plusieurs esprits qui vont arriver. C'est-à-dire que, voilà, Amélie, elle a commencé avec un, avec deux, avec trois. Bénédicte aussi. Au départ, elle avait que Madeleine. Après, elle en a eu un autre. Elle a eu un troisième. Laurent aussi. Voilà, un, deux, trois. Donc, ils sont tous repartis là avec à peu près trois ancêtres quand même à gérer. Et Intuya, elle a 35 ancêtres. Hein, les autres grands chamans, voilà, que je n'ai pas inclus dans le petit extrait, ils ont voilà, 25 en goth. Et donc, en effet, ce n'est pas eux qui choisissent, c'est pas le chaman qui choisit quel angote va être convoqué aujourd'hui en disant, alors toi, tu es le spécialiste de la guérison, ceci, ou tu es cela. Non, c'est vraiment l'esprit qui est en connexion et vraiment de façon appropriée va venir en disant, voilà, bon, ça c'est ma spécialité. Et donc tout l'enjeu de l'initiation aussi, c'est de savoir quelle est la médecine. Hein, on va parler comme ça, on va dire, voilà, tel ancêtre, bah, c'est quoi son truc? C'est quoi sa médecine? C'est quoi son pouvoir? C'est quoi clairement Madeleine? Elle veut guérir avec les mains. Donc elle nous a expliqué, c'est une guérisseuse bretonne. On a du mal à savoir quelle époque, mais elle dit oui, parce qu'à l'époque, on savait pas à quelle époque on était. Et elle dit, moi, je veux vraiment que Bénédicte, elle apprenne à soigner avec les mains, parce que c'est le pouvoir que je lui donne, et je veux qu'elle prenne confiance, et je vais lui donner l'énergie, et elle va pouvoir soigner avec ses mains. Voilà. Beaucoup pour cette très très belle présentation. Moi, j'avais une question à propos du secret. Là, nous avons été tous finalement témoins d'un rituel initiatique. Et dans tout rituel initiatique, il y a une dimension de secret. Donc, je voulais savoir si dans ce rituel-là en particulier, cette dimension existe. Puis, vous avez parlé d'apprenti. Alors, je voulais savoir si l'apprenti, c'était un niveau, un degré, voilà, ou s'il y avait après d'autres plans qui pouvaient être éventuellement abordés. Moi, j'ai personnellement été initiée au vaudou au Bénin, qui est
l'origine vraiment du vaudou, hein. On parle du vaudou haïtien, mais c'est au Bénin et au Togo que se situe l'origine du vaudou. Et je me souviens qu'effectivement, il y avait cette dimension. Enfin, on a vécu des choses, on était tout un groupe, c'était extrêmement intéressant, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait toute une dimension, bien entendu, à laquelle on n'avait absolument pas accès. Mhm. Oui, oui, alors le secret, alors bien sûr, alors moi c'est mon métier quand même, je suis anthropologue, ça fait 30 ans que je suis là-bas, bon, ils me connaissent, ils savent que je vais pas dénaturer leurs propos, donc il y a une confiance quand même qui s'est installée au fil des années. J'aurais pas pu faire ça en débarquant là avec ma caméra cet été, hein, c'est-à-dire que Intuya, je la connais depuis 2001 et j'ai toujours eu une caméra. J'ai toujours filmé, j'ai toujours fait des photos, j'ai toujours enregistré tout ce qu'on faisait. Donc ça, du côté des Mongols, ils savent ce que je fais et c'est totalement accepté. Et j'ai même été nommée directrice des relations internationales par rapport à leur centre. Enfin voilà. Donc c'est assez rigolo parce ils m'ont complètement inclus dans leur évolution aussi là depuis 25 ans. Donc j'ai ma place. Enfin voilà. Et donc ce qu'ils me disent toujours, c'est que je suis le pont. Voilà. Et que c'est précieux. Voilà. Ils veulent pas que je sois chamane. Enfin, moi non plus d'ailleurs, mais de toute manière, ils m'ont toujours dit que moi j'avais cette position qui était assez neutre et objective. Voilà. Que je ne pourrais pas avoir si j'avais été initiée au chamanisme aussi. Parce que du coup, je garde la vision globale, hein, des événements et je ne suis pas juste enfermée dans ma propre expérience ou une seule tradition. Donc, cette position de pont, elle est assez précieuse et elle m'est, comment dire, revalidée chaque année. Donc la confiance est là. Donc il y a du secret, mais chaque expérience, c'est-à-dire Intuya, elle dit, moi j'ai rien à dire sur le chamanisme de toute manière. Elle dit toujours, moi je vous mets en condition et après c'est chacun qui vit son expérience. Donc ce qui est secret, c'est dans sa propre relation aux esprits et dans sa propre expérience vécue à la première personne. Mais après tout ce qui est technologie de l'apprentissage, ça c'est pas du tout secret. Elle dit, par contre, vous le faites pas tout seul. C'est-à-dire que là, je vous donne pas les clés pour installer toute une initiation de toute manière. Donc ça, c'est possible. Et après, ma relation au français, c'était peut-être ça la question aussi. C'est que là aussi, on est dans la pleine confiance. C'est-à-dire que là, j'ai 3 personnes qui ont complètement accepté de jouer le jeu pour ce projet. Et donc, on est complètement dans l'ouverture et la volonté de partager ça, justement, avec des moments de réflexion, hein, pour montrer aussi tout ce déroulement de la pensée, des doutes, des peurs, voilà. C'est ce qui est prévu avec E3 et c'est ce qui s'est passé là pendant un mois. On va s'arrêter. Oui, je suis désolée, hein, j'ai fait un peu long. Avec plaisir, merci beaucoup pour cette très, 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 très belle présentation, pour cette très belle matinée. Et on va pouvoir aller au Merci.